Juste avant de commencer l'épisode, on a une annonce très importante à te faire. C'est le Black Friday. Ça commence aujourd'hui et ça dure demain, le 29 et le 30 novembre jusqu'à dimanche soir, minuit. Et comme d'habitude, on te fait moins 25% sur toutes nos formations. Le code, c'est BLACK25 et tu peux retrouver tout ça directement en description de la vidéo. Tu peux aussi tout retrouver directement sur les Insta DGI, l'Insta de Tony ou le mien. On te laisse avec ton podcast. Là, l'État est en train d'essayer de nous mettre une nouvelle douille, d'aller taxer directement les holdings. Je ne sais pas si Tony, tu as vu passer cette grosse gerbe, Si, j'ai entendu. pour encore une fois mieux nous faire écarter le cul. Pauvre Marc, où t'es tombé. Tu verras Marc, tu vas avoir toutes les métaphores qui sont liées à l'insertion d'objets dans un endroit qui est plutôt faible pour les évacuer en général. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann et nous avons l'honneur d'avoir avec nous un invité. Eh bien, si tu veux te présenter, Marc, vas-y. Alors, bonjour, moi c'est Marc de Diego Ferrer. Je suis avant tout andorran parce que On y vient. je suis d'Andorre. Okay. J'ai ouvert il y a quelques années, il y a 12 ans, un business pour faire venir des entrepreneurs et des investisseurs dans mon pays parce que je crois fermement en l'investissement étranger comme un moteur économique et de développement. Donc ça fait 12 ans, un peu plus de 12 ans. Et depuis, on a accompagné énormément, on a pas mal d'investisseurs et d'entrepreneurs, surtout francophones, en Andorre, dans leur aventure en Andorre. Et je suis fier aujourd'hui du cabinet que j'ai. On a des juristes, des comptables, on a une équipe super, soudée et prête à tous les défis différents des différents entrepreneurs. Donc, c'est un peu mon histoire. Justement, on en a. Donc, on va refaire un peu la genèse de cette interview, enfin, dans ce podcast. Je ne sais pas si c'est depuis long, mais en tout cas, tu es quand même bien présent sur les réseaux, notamment sur Instagram, avec un contenu qui m'a séduit, quoi. Pas trop putaclic, mais juste ce qu'il faut. Ouais. Et je me suis dit, punaise, ça serait incroyable qu'on arrive à avoir une gestoria, donc quelqu'un qui s'occupe de l'expat en permanence. On a un tout petit peu communiqué. Après, c'est Hello qui a pris le relais pour caler cette interview avec toi aujourd'hui. Et on s'est dit, voilà, il faut que tu puisses nous débunker certains trucs. Alors peut-être qu'il y a des questions qu'on va te poser où tu vas nous dire non mais les gars, si c'était si simple. Mais on parle sur ce podcast depuis des années de l'expat. Enfin des années, au moins depuis 2 ans. On parle de l'expat. Je pense que j'ai calculé, Yannou, pour le podcast, on en a parlé tous les deux la première fois en août 2021. Ah, donc des années. Et surtout d'Andorre. Et on s'est dit, mais est-ce que Andorre, c'est pas une option ? La première fois qu'on y a pensé, c'était en août 2021. Exactement. Et puis, le truc, c'est qu'on en parle. Et alors, moi, là, je prends mes responsabilités. J'ai l'impression que plus je vieillis et plus je fais typiquement comme les vieux et comme mes parents. C'est-à-dire, je parle d'un truc que j'ai l'impression que je ne vais pas réussir à faire. C'est-à-dire que plus le temps passe et plus j'ai l'impression d'être enlisé dans un truc qui fait que je me trouve
tout seul des excuses en permanence qui font que une fois c'est l'immobilier qui est trop cher, une fois ça fait trop loin, une fois il fait pas assez beau, une fois bon bref. Donc je me suis dit qui de mieux qu'un expert qui va pouvoir nous dire OK les gars, les avantages que vous avez à bouger de votre beau pays de merde, c'est ça, les avantages c'est ça, l'autre avantage c'est ça et les inconvénients c'est aussi ça. Donc je veux vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet, mais pas forcément que fiscal et tout, même si ça représente une grosse partie. Est-ce que ça te va, Marc? Ça me va parfaitement. En plus, ça rejoint un peu ce qu'on essaie de faire sur la chaîne Instagram, où on parle de fiscalité, mais aussi des inconvénients, aussi du lifestyle andorran, parce que je pense qu'il n'y a pas que la fiscalité. Il n'y a pas que l'argent quand on s'expatrie, il y a aussi plein d'autres choses, parce qu'être malheureux et plein de pognon, ça sert pas à grand chose. Plein de blé, je suis d'accord. Alors, pour l'instant, notre ami Marc, il a figé. Mais et moi, je suis descendu de 3 étages. Ah, voilà, c'est bon. Tu nous as retrouvés. Et moi, je suis descendu de ma chaise en même temps, tu vois. Donc, je remonte pendant qu'on te retrouve. Est-ce que c'est les communistes qui essayent de saboter cette conversation? Alors, par quoi est-ce que, Tony, toi, tu as un truc particulier, une question bien précise à poser à Marc, parce que faire la genèse de son agence, de Gestoria, je suis pas sûr que ça soit ce que nos auditeurs viennent chercher. Mais... Donc, par quoi on peut démarrer? Mais, il faudrait bien démarrer par quelque chose. Mais le premier truc qu'on a entendu au départ, c'est de dire non, mais tu restes en France, tu mets ta holding en Andorre et tu vas voir, ça va bien se passer. C'est le premier truc qu'on commence à entendre là-dessus. Donc toi, quand tu entends ça, qu'est-ce que tu dis? Alors, il faut se dire que aujourd'hui, les normes internationales, je vais être un peu technique, mais pas trop, surtout en matière d'échange d'informations fiscales et de substances économiques des sociétés. La norme internationale, et donc Andorre s'adhère à ces normes, va vers on va dire la politique d'éviter des montages faits uniquement pour moins payer. Ok. Donc d'ailleurs les conventions fiscales en général, la plupart des conventions fiscales ont un petit article à la fin qui dit que en gros, si on utilise la convention uniquement pour avoir des avantages fiscaux, elle peut ne plus s'appliquer. Donc la réponse courte c'est non. C'est pas juste holding en Andorre et tout se passe bien. Il faut que la holding ait de la substance. Ouais. Pour qu'une holding ait de la substance, si elle n'a pas de salariés, si elle n'a pas parce que une holding, on pense à un véhicule passif, non? C'est quelque chose qui sert à détenir. Pour qu'une holding elle ait une raison d'être et qu'elle soit en Andorre, il faut qu'elle ait au moins des investissements en Andorre ou des parts dans des sociétés andorranes et aussi des parts dans un groupe français. Aussi, il faut se dire que aujourd'hui, le régime Murphy français de holding, il est plus avantageux que ce que prévoit la convention fiscale France-Andorre pour la remontée de dividendes. Donc, holding pour avoir une holding, c'est pas vraiment très intéressant. Ok. Au moment où on parle, parce que là, l'État français est en train d'essayer de nous mettre une nouvelle douille qui serait d'aller taxer directement les holdings. Je sais pas si Tony t'as vu passer cette grosse gerbe pour encore une fois mieux nous faire écarter le cul. Donc non mais c'est pauvre Marc. Oui, pauvre Marc. Désolé Marc, mais c'est en tu gros, verras, Marc, tu vas voir toutes les métaphores qui sont liées à l'insertion d'objets dans un endroit qui est plutôt fait pour les évacuer. Oui. En fait, le truc, c'est que, mais on en a déjà parlé en off, Marc, et tu le sais, mais on arrive à un point en France où, tu vois, avant on disait, en bon français, tu sais, on disait oui, c'est un peu confiscatoire. Là, c'est plus confiscatoire. Si maintenant on vient nous chercher l'oseille dans les holdings pour te voler le moindre centime d'euro de patrimoine que tu essaies de créer... Mais en fait, si tu veux, puis c'est toute une pratique en France où tu rends le fait de se verser un salaire assez confiscatoire, parce qu'en SARL, c'est grosso modo 50% de ce que tu te verses. En SAS, on n'est pas loin de 100% de ce que tu te verses. Pour prendre 1, tu donnes 1. Donc, que font les entrepreneurs français ? Ils vivent avec 1800 balles par mois et ils ne se payent plus.
Et ils accumulent un trésor de guerre dans une société holding en attendant des jours meilleurs, la fin du communisme un jour, pour pouvoir prendre l'argent. Et donc les communistes, plutôt que de dire on va libérer le travail, ils se disent mais tout le pactole qu'ils ont mis là-haut, il faut qu'on arrive à trouver comment le prendre aussi, quoi. Par exemple, sur une holding, donc avec tout ce que tu viens de nous expliquer, Marc, un expat ou andorran qui a une société, pas fictive, hein, une vraie société, il a une holding ou pas, est-ce qu'il peut vivre sur sa société sans qu'on vienne lui casser les couilles en permanence ? Est-ce que l'abus de... La notion d'abus de biens sociaux existe Exactement. en Andorre. Est-ce que ça existe et est-ce que ça existe dans les mêmes proportions que nous, puisque ça n'a pas dû t'échapper. Nous, en France, si tu veux, on a des gouvernements aujourd'hui qui nous disent faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, puisqu'on a quand même la maire d'une mairie à Paris qui se gave de fringues et qui se retrouve aux 20h en te disant bah oui mais moi j'aime la sape. Donc on en est là aussi, hein. C'est-à-dire que moi je parle d'écarter le cul, mais on a quand même des gens qui nous dirigent, qui eux arrivent sur des plateaux télé en te disant excusez-moi j'aime la sape. Voilà. Donc, les budgets européens, la partie du salaire des parlementaires européens qui doivent pas vraiment justifier voilà, bien sûr. Pour des restaurants, pour c'est des enveloppes à 6-7 000 par mois. Et nous, si on dépense de l'argent de nos boîtes à des fins de particuliers, et puis en France, personnels, on se fait défoncer. Est-ce qu'en Andorre, c'est la même chose ? J'allais dire, l'abus de bien social, en France, il est caractérisé c'est le principe de qui vole à neuf, vole à bœuf dès Exactement. le premier euro. Exactement. Tu prends un café à la sortie de la piscine avec ta gamine, tu le payes avec la CB de la boîte. Tu te fais défoncer. Mais ça, il faut se dire qu'aujourd'hui, c'est pas une particularité andorrane. L'abus de bien social, la poursuite que fait la France aujourd'hui des gérants qui boivent des cafés à 1,50€ ou à 2€ sur leur boîte, ça va. Le degré de clochardise. Non, mais c'est du délire. C'est particulier à la France parce que en Andorre et dans d'autres pays, s'il y a une dépense qui est faite par les gérants qui ne sera pas déductible après de l'impôt, ben on l'inscrira, mais ça va pas être la poursuite. Attention, vous avez fonctionné l'argent de la société. Non. Donc nos communistes ont du talent. Et pour être plus précis sur la compta, aujourd'hui, le compte courant d'associé que connaît tout entrepreneur en France, il peut pas être négatif. D'accord. Donc il peut pas être, on peut pas. La société peut pas nous devoir d'argent, quoi. Exact. Non, elle peut vous devoir, mais vous pouvez pas devoir Oui, c'est ça. Pardon. d'argent à la société. Ouais. Ici, il y a aucun souci. Mais attention. Faut démystifier un peu le fait c'est nos limites. Donc en fait, c'est pas qu'il n'y a pas la notion d'abus de bien social, c'est que si aujourd'hui un gérant il prend trop d'argent, il met en difficulté financière la société, là il pourrait être poursuivi par les autres actionnaires, par les créanciers en cas de dette de la société, et finalement il aura une responsabilité solidaire de ce qu'il aura fait. Et bien sûr, si la nuisance elle est énorme, probablement il pourra avoir des responsabilités pénales, mais il faut arriver très très loin. Mais c'est pas d'office pénal. Okay. Donc c'est pas comme chez nous. Non. Non. J'avais une première question, une question. En France, par exemple, les gens s'en rendent pas compte, mais tu vois, même un salarié, quelqu'un qui voudrait s'expatrier en Andorre, qui soit pas forcément entrepreneur aussi, qui peut vouloir travailler là-bas pour faire son projet de vie là-bas. Et je pense que c'est la conclusion à laquelle on arrivera, c'est qu'il faut de toute façon avoir un vrai projet de vie sur place. Complètement. Mais un salarié, si tu mets tout bout à bout, tu sais, entre les charges patronales, les charges salariales, son impôt sur le revenu, la TVA qu'il va payer sur ce qu'il dépense, on arrive à une taxation qui est proche de 70% en France. Et un entrepreneur qui se débrouille bien, il peut se rapprocher des 60%. En Andorre, quand on met toute la fiscalité de la chaîne bout à bout, on est taxé à combien au final ? Tiens, il y avait un article sur la presse. Je crois que la pression fiscale, c'est le global et ça inclut les cotisations sociales. Je crois qu'on était à 27%. Alors je crois que la France est proche des 50%. Ou même plus que ça. Sur le global, parce qu'il y a les bases non imposables qui sont inclus dans ces calculs. D'accord. Faut se dire qu'aujourd'hui,
étant donné que on parle d'impôts aujourd'hui, étant donné que la fiscalité est comme flat à 10% avec certaines exemptions, en fait, le salarié et l'entreprise vont payer la même chose. Ok. Donc, sur la base du salaire, les premiers 24 000 sont exemptés. Les 16 suivants ont une bonification de 50%, donc au lieu de payer 10, on paye 5. Et après, à partir de 40 000, on paye 10%. Et donc, entre guillemets, c'est pas vraiment par tranche dans la loi, mais dans la pratique, on a 3 tranches, 24 à 0, 16 000 à 5%, donc on paye 800 €, et après on paye 10. Donc pour un revenu de 100 000, on va payer 6 800 € d'impôt, qu'on soit salarié ou qu'on soit gérant. Mais le bonus, le vrai bonus là-dessus, c'est que si on reçoit des dividendes de notre société, et c'est là où les gens trouvent leur vrai intérêt à venir ici, c'est que la société, l'impôt société est aussi flat de 10%, et les dividendes distribués à l'actionnaire ne sont pas imposés. Donc on n'a pas la notion de flat tax. Donc en fait, on paye une fois pour le même revenu. Si on a une société unipersonnelle, ça n'aurait pas de sens. Ça a du sens en France, mais pas ici. On ne paye pas 2 fois. C'est pas la société qui paye, et après on repaye pour distribuer les dividendes. Et en matière de charges sociales, c'est vrai que là, c'est ultra compétitif, mais parce que c'est pas qu'on est compétitif, c'est que la France, c'est largué. C'est presque un vol, manifeste. Un vol aux salariés, parce que la société dépense 5 000 pour un salaire de 2500 net à peu près. Donc en fait, le salarié génère une richesse pour au moins 5 000 plus la marge de la société, mais n'en perçoit que même pas 2/3. Ici, les charges salariales sont de 6,5 et les patronales sont de 15,5, soit un total du brut de 22%. Donc en fait, tout ce que va générer le salarié, c'est presque tout va être pour lui. Ok. Alors, moi, j'ai plein de questions. J'ai vraiment plein de questions. Go. Mais attention, c'est du tout venant. La vie en Andorre, Marc, c'est quoi? Parce que j'entends tout et son contraire. J'entends, il y a des bouchons en permanence. Il fait pas beau. Il fait trop froid. C'est un des pays où il y a le moins de soleil par année. Il y a rien à y faire. Il y a que des vieux. Exactement. Est-ce que tu peux me donner le lifestyle d'un mec à la limite qui nous ressemble, tu vois, d'un entrepreneur français qui a vécu en France? Il fait quoi? Voilà. Alors j'ai souvent la remarque, ah non, mais vous avez, parce qu'il y a des théâtres, mais il n'y a pas des théâtres tout le temps. De toute façon, j'y vais pas, à titre personnel. Voilà. Déjà. Donc, mais en fait, la plupart des gens qui te disent ça, ils y vont jamais dans leur vie. Ouais. Donc déjà, faut se dire, et pareil, même les gens à Paris, ils sortent pas de leur arrondissement. Ils vont au même café tous les jours. Donc en fait, le lifestyle, si on est entrepreneur, déjà, c'est vrai qu'il y a des embouteillages, mais c'est pas comme une grande ville. On n'a jamais plus de 20 minutes pour aller d'un endroit à l'autre, sauf aux heures de pointe, mais écoles, tout ça, mais comme partout, hein. Ou oui, c'est vrai, les week-ends où il y a plein de touristes, parce que le pays vit vraiment en grande partie du tourisme. Oui, il y a des embouteillages pour descendre des stations de ski. Il y a il y a 1 heure de queue pour arriver en centre-ville. C'est vrai. Mais hors week-end et heure de pointe, le lifestyle, il est déjà, c'est beaucoup moins de temps de trajet pour aller au coworking, au bureau ou à la salle de sport. Mais vraiment, moi je mets, je sais pas, 10 minutes avec le temps de me garer. D'ailleurs, je suis arrivé, on avait le podcast, j'étais pas au bureau, j'ai mis 10 minutes pour arriver au bureau. Je savais que j'ai pas anticipé. Ouais. Non. Après, les gens sont très calmes. Faut se dire que ici le mindset et les gens sont pas stressés. Quand on croise la rue, les gens s'arrêtent au passage piéton d'office. Limite on oublie de regarder. Oui, ouais. Limite on oublie de regarder s'il y a une voiture qui arrive. Il n'y a pas besoin de regarder derrière soi aussi pour voir si on va pas prendre un coup de couteau. Non.
Voilà, j'allais parler de la sécurité quand on est en scooter, quand on a une moto. Je me pose même pas, je bloque même pas mon guidon quand je gare ma moto en ville. Ok. J'avais avant un T-Max. Apparemment, on m'avait dit, un client m'avait dit que c'était la moto, le scooter le plus volé en France. Ah oui, T-Max. Et puis alors attends, T-Max, pour avoir roulé en T-Max, tu as 2 phases. Premièrement, tu vas te faire braquer, donc tu payes une cotisation et une assurance qui est démente. Deuxièmement, même si tu roules comme je suis habillé là, tu es forcément un délinquant. C'est-à-dire que même aux yeux de la population, si tu veux, un mec comme moi qui roule en T-Max, c'est pas un mec qui a besoin d'un véhicule pour aller vite. Aux yeux des motards, t'es sur une baignoire qui roule, donc t'es un sale connard. Aux yeux des Kaira, il faut en fait qu'on te braque. Et aux yeux des flics, en fait t'es un sale con, donc on t'arrête. Tu vois, il n'y a pas du tout. Le T-Max pour nous c'est connoté. Ah oui. Ah non mais vraiment. Et moi je l'ai vendu, dis-toi, j'adorais ce T-Max. Je l'ai vendu en partie pour ça. Et au moment où j'ai acheté la GS, on m'a dit putain, la GS c'est le nouveau véhicule. Exactement. C'est le nouveau véhicule des petites frappes. Donc et par contre j'ai gardé la GS. Okay. Mais ton client avait complètement raison. C'est hyper connoté. En plus c'est que moi je lui avais dit, mon T-Max, j'avais oublié de le mettre dans le parking, dans mon box, et je suis parti en vacances. Il était dans la rue sans rien. Hein, et je suis parti en vacances 15 jours et je me suis même pas posé la question s'il allait être là. Okay. Donc, insécurité, en fait, il n'y en a juste pas. Non, zéro. Non. Et, on va pas rentrer dans le à quoi c'est dû, etc. Mais je reviens, tu vois, parce que c'est vrai que ce podcast, si tu veux, il m'anime vraiment dans le sens où, en fonction de tes réponses, je vais venir te voir ou pas, en fait. Quand tu parles station de ski, tu vois, l'un comme l'autre, on fait au moins 1 semaine, voire 2. Moi, je dépose ma gamine souvent le mercredi. Enfin, plus maintenant, c'est allée au collège, mais peu importe. Je la déposais à l'école, je partais au ski, je revenais. Et j'allais la chercher. Ça, c'est un truc, moi, que j'affectionne. Il y a beaucoup de stations ? Alors, il y a... en fait, il y avait 5 stations. Oui, okay. Maintenant, il y a 3 stations parce qu'elles sont toutes connectées, on va dire. Ok. Et moi, je vais souvent en hiver. Je fixe mes rendez-vous en fonction de la météo. Et s'il y a de la puff, je sais que je peux pas mettre de rendez-vous. Je dépose mes enfants à l'école, pareil, et je pars au ski. Mais je peux être à midi au bureau. Oh là là. Bah oui. Bon, ok. Sachant que je sais aussi que alors la TVA en Andorre est bien moindre, donc je suppose que un forfait de ski ne vaut pas ce qui coûte en France. Tu dois être moins cher. Les prix des forfaits, c'est à peu près. C'est à peu près les mêmes tarifs. Ouais. Ok, d'accord. Mais en tout cas, le resto du midi. Non. Le resto du midi, il est moins cher. Il faut se dire que moi j'ai visité les Alpes. Je connais pas mal les 2 Alpes et Val d'Isère. Ok, très bien. Et faut se dire qu'il y a dans le modèle en Andorre, il est un peu plus retail, on va dire, dans le sens de la restauration, les services. Ils font beaucoup plus attention aux services aux clients. Parce que c'est vrai que l'enneigement il est moindre et les dénivelés des pistes sont moindres. Donc ils ont vraiment misé sur l'enneigement artificiel, sur la restauration. Donc en fait dans les Alpes, soit on a le restaurant d'altitude à 200 balles le couvert. C'est ça. Si on prend un peu de vin ou on dépasse un peu, c'est direct 300 €. Ou le hot dog pas très bon. Et ici en fait il y a de tout. Il y a le hot dog moyen, il y a les sandwichs. Il y a le self, il y a la pizzeria avec service à table, cool. Il y a restaurant d'altitude, un peu pas de 300 € le couvert, mais gastronomique un peu de montagne. Il y a toute l'offre. Il y en a pour tout le monde. Ouais. Okay. Et moi je trouve vraiment une vraie différence dans la partie service et restauration. Ok. Après nous, on est vraiment campagnards dans l'âme. Quand je dis campagnard, c'est pas péjoratif, mais on vit à la campagne, on aime vivre à la campagne. Si tu veux,
enfin, tu m'arrêtes Tony, hein, mais on va pas au théâtre une fois par semaine. Enfin, moi, j'en ai rien à foutre. Je vais au ciné 2 fois par an, donc t'as qu'à voir. Il y a un cinéma hein, de ce fait. Voilà. Par contre, on aime pouvoir sortir de chez nous, aller marcher dans la nature. Moi, Faire j'ai du vélo, de la rando, du faire ski. du vélo, du ski. J'aime beaucoup l'enduro, mais par contre, j'ai déjà ta réponse, sachant que Luc Alphand est en Andorre et qu'il a carrément monté une école d'enduro, donc je suppose qu'on peut faire de l'enduro en Andorre. Mais ça, c'est pareil. Je change de question. On m'a dit que les véhicules, quand tu rentrais en Andorre, il fallait que les véhicules aient moins de 3 ans. Non, c'est faux. Alors, pour rentrer, tu veux dire en touriste ou... Non, Ah non, s'expatrier. Ouais. Non, pour s'expatrier, quand on importe un véhicule, peu importe si on le détient déjà ou si on l'achète, il faut qu'il ait moins de 6 ans à la date de fabrication, pas de première immatriculation, c'est très important, et qu'il soit à la norme inférieure à la norme en vigueur, Euro. Donc aujourd'hui on est à Euro 6, je sais pas quelle génération de Euro 6, mais on peut jusqu'à Euro 5. Okay. Tous les véhicules de moins de 6 ans sont Euro 6 déjà, donc il n'y a même pas à se poser la question. Le jour où on va passer à Euro 7, on ne pourra plus les Euro 5, il faudra que ce soit au moins Euro 6. La différence, si on le détient déjà de si on l'achète, c'est que quand on arrive en Andorre, on est censé pouvoir apporter ses meubles, apporter toutes ses affaires en franchise 10 J de TVA, d'accord ? Donc à l'importation, quand on change de pays, on a droit à amener ses affaires sans être taxé. D'accord. Donc, si le véhicule, on l'a détenu avant d'arriver, avant notre carte de résident depuis plus de 6 mois, on considère que c'est quelque chose qu'on n'avait pas acheté juste pour l'importer après, et on rentre en franchise 10 J, et donc on ne paye pas les 4,5 de TVA de 10 J à l'entrée. D'accord. Vas-y Tony. J'avais une question, moi qui était aussi quand même intéressante, c'est une question en double, mais quel niveau de patrimoine il faut avoir pour venir en Andorre? Et surtout, tu vois, un entrepreneur comme moi je suis hybride, j'ai une partie c'est du marchand de biens, vraiment une activité physique, et puis l'autre partie, on a un peu de business en ligne, je mets les coudes dans le micro, un peu de business en ligne avec Yann. Celle-là, elle peut me suivre facilement, la partie business en ligne en Andorre, mais qu'est-ce que font des entrepreneurs qui s'expatrient? Je sais pas, un gars qui avait une fabrique de ceintures, un autre qui avait une fromagerie, ils en ont marre de payer les impôts, ils vendent leur boîte en France, ils viennent en Andorre. Donc quel niveau de patrimoine il faut avoir et qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils sont là-bas? Ils font pas que rentier. Et surtout, est-ce qu'ils sont obligés de vendre? Ok. On a vraiment 2 types, tu l'as bien dit, toi tu es un peu un hybride des deux comme tu as souligné. On a 2 types de clients, on va dire le client qui peut emmener son business parce que c'est dématérialisé, parce que c'est ça peut être même des consultants qui se déplacent juste 2-3 fois par mois à leur endroit dans une société, etc. Ou qui ont des business en ligne depuis longtemps. Eux, c'est très facile. Eux, c'est pas la partie patrimoine, c'est plus la partie revenu. C'est vrai qu'en Andorre, il faut venir. Soit on adore le pays et c'est un gros investissement pour nous, soit on y vient quand on commence à réussir. Réussir, c'est au moins être capable de gagner 100 000 euros, de faire 100 000 par an. D'accord. Ça serait un peu le seuil à partir duquel c'est vraiment très intéressant. Et l'investissement en vaut le coup. Après, on parlera du futur, de ce qu'ils font après. 100 000 de chiffre d'affaires sur une boîte ou 100 000 de revenus? Revenus. Ok. Donc, toi, tu estimes qu'on est bien, on arrive à s'expat dans des conditions convenables à 100 000 balles de revenus. Oui. Par contre, je rebondis sur la question de Tony. Nous, on a plein de fois, on en a parlé avec notre avocat fiscaliste et en gros, il nous dit quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire que si les gars, vous devez partir en Andorre, le plus simple, en fait, c'est de tout vendre, donc toute la partie immobilière, tout vendre et partir en Andorre. Sauf que nous, effectivement, comme l'a dit Tony, on est hybride, c'est-à-dire qu'on a une partie business en ligne, on a une partie accompagnement, on a une partie création d'events, donc tout ça, en fait, c'est pas physique, sauf que notre avocat fiscaliste nous dit attention, c'est pas physique, mais vu que vous vendez ça à des Français et que vous réalisez vos masterminds sur le sol français, en fait,
même si c'est pas physique, vous êtes redevable de l'impôt français. Alors, Donc, au bout d'un moment, en fait, même si c'est pas physique, c'est quand même un peu physique. Enfin, comment on fait, en fait? alors, faut se dire que c'est assez, c'est une conversation assez longue pour bien comprendre vos business. Ouais. Mais en règle générale, faut se dire que avoir tous ces clients en France ne vous fait pas redevable d'impôt société en France. D'accord. Mais c'est vrai qu'en fonction du type de business et de si c'est en B2B ou en B2C, Okay. vous allez être redevable de la TVA française. C'est tout. D'accord. Enfin, c'est tout. Ok. Donc, en fait, il faut étudier, on étudie au cas par cas. Aujourd'hui, on a une convention fiscale entre avec plein de pays, mais le premier pays à avoir signé une convention fiscale avec l'Andorre, c'est la France. Elle a été signée en 2013, en vigueur depuis 2015, donc elle a maintenant 10 ans, 10 ans qu'elle est en vigueur. Et la convention vient déterminer qui est résident fiscal d'un pays, comment on détermine la résidence fiscale d'une personne, physique ou morale, et aussi comment sont imposés ses revenus. Et dans les conventions, il n'y a aucune notion de où sont les clients. D'accord ? Okay. Donc, ça va être pour une société andorrane qu'on va créer nouvelle avec laquelle vous allez vendre vos masterminds. Ça va être le siège de direction, la substance économique, donc pour bien prouver que cette boîte, même si elle a une adresse et qu'elle a des statuts andorrans, qu'elle est vraiment andorrane, donc elle est dirigée à partir d'Andorre, elle a des salariés ou des gérants locaux, donc c'est pour ça Qui habitent sur place, quoi. d'expat, exact. Et si après même on a des clients, ils font des formations en ligne, ok, de n'importe quoi, et une partie de leur formation, ils louent des salles d'hôtel dans des régions en France pour aller faire des sessions présentielles. Tant que ce n'est pas un établissement stable, ils continuent de payer leurs impôts en Andorre. Mais attention, l'actionnaire et le gérant vivent en Andorre. Et il réalise ses prestats, il dirige sa boîte depuis Andorre. On ne peut pas tricher là-dessus. Non, mais moi je parle vraiment à partir du moment où nous deux, gentlemen investisseurs, on débarque en Andorre, on y vit. J'ai du mal à comprendre si on vit en Andorre et qu'on a un business et qu'on vend des formations en France. Je vois pas pourquoi on serait taxé en France. Mais tu imaginez, moi j'ai jamais vécu en France et je me dis, en plus pratiquement tous mes clients sont français et les prestats sont réalisés en Andorre, donc moi il y a aucun problème. Mais je me dis, je vais vendre des formations, comment créer sa boîte en Andorre à des Français. Et je vais faire des séminaires un peu partout en France. Est-ce que je vais devoir de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt société français ? La réponse est non. Okay. Donc, les règles fiscales et les règles en général internationales avec des pays sérieux, on va mettre comme ça, jouent la réciprocité et le même traitement devant la loi d'un national avec un résident. Donc, ça n'a pas de sens qu'un Français soit traité différent qu'un Andorran. Alors, si sa société est andorrane. Vas-y, Tony, vas-y. J'avais juste la deuxième partie de ma question. Est-ce que tu as d'autres types d'entrepreneurs, des gars qui ont vendu leur boîte et qui viennent ? Alors oui, la deuxième partie, c'est quel patrimoine... ça dépend vraiment des sources de revenus que la personne a en plus du patrimoine. Mais on va dire qu'en général, les gens arrivent avec... patrimoine total plus d'1 million et s'ils arrivent en général les gens viennent pas s'ils n'ont pas au moins 2-3 c'est la moyenne, on va dire 2-3 millions. D'accord. Ok. En incluant l'immobilier qu'ils sont en train de vendre, la vente de leur boîte, un peu tout ça. Est-ce que justement... Ça c'était la question sur l'IMO, Yann. Alors, Est-ce qu'il faut se dépatir ? Parce que tu vois, si tu prends Yann ou moi, toi, tu as presque une trentaine de lots, moi j'en ai un peu plus de 20. Est-ce que le jour où on veut venir, il faut liquider tout ce qu'on possède en France en immobilier ? Ou alors, est-ce qu'on peut juste tout laisser ? Bien sûr, payer l'impôt français sur ces boîtes-là, parce qu'en plus, nous, on a la chance, enfin, on a eu l'adresse, entre guillemets, de monter une boîte par activité. Si tu veux, c'est pas un joyeux bordel. Donc... est-ce que moi par exemple, si je prends
mon exemple, excusez-moi, mais il y a plein d'auditeurs qui vont s'y retrouver. Aujourd'hui, j'ai 3 boîtes immobilières. Dans ces 3 boîtes immobilières, il y a une boîte qui fait que de la location courte durée et ça crache. Donc, je serais quand même complètement stupide d'aller vendre ce qui me rémunère tous les jours pour aller vivre ailleurs. Tu vois, dans mon idée, on débarque en Andorre avec femme et enfants. La partie qui est amenable, donc typiquement les gentlemen investisseurs où c'est du dématérialisé, pourquoi pas avec mon associé la partie Amazon FBA, donc revente sur Internet, qu'on soit en Andorre, en France ou peu importe où, normalement ça on peut l'amener sans trop de problème. Mais par contre la partie immobilière que j'ai envie de garder au moment où je te parle, que je puisse la garder et payer l'impôt en fait que j'ai à payer en France, ça c'est possible quand même. Alors, l'IMO, c'est ultra simple et il y a plein de gens qui disent non, il faut tout vendre parce que sinon on va vous tout saisir, tout ça. Nous, en 12 ans, on a eu peut-être 3 redressements fiscaux et ça concernait pas des gens qui détenaient plus beaucoup d'immobilier. C'est des gens qui faisaient pas bien les choses, ils vivaient dans leur villa, peu importe où en France. Ils avaient leur Porsche immatriculé en Andorre devant, il a garé même pas dans le garage, et des voisins les ont dénoncés, ou les concurrents les ont dénoncés. Ok ? Faut se dire qu'il y a pas une persécution tout de suite. En plus, l'immobilier, on peut pas bouger un appartement et la déplacer en Andorre. Donc, l'IMO, c'est taxé là où il est. Donc, Bien sûr. L'État ne va pas perdre d'impôts parce que vous partez, parce que ça sera d'office taxé en France. Donc l'IMO, en plus, en général, c'est du passif. Et quand on parle de centre d'intérêt vital, c'est d'où on reçoit notre salaire. Si on a des investissements et qu'on a des dividendes, ça rentre pas dans notre dans notre calcul où ils vont dire attendez, tous vos revenus sont français. Bien sûr, si on a une société en Andorre, il faut se verser un salaire andorran élevé pour assurer notre train de vie, pour être clean vis-à-vis de la France. Non, ma principale source de revenus, elle est andorrane et ma source de revenus française est déjà taxée en France. Ok ? Ça faut se dire, donc, pas besoin de vendre l'immobilier français. D'ailleurs, on a beaucoup de clients. C'est vrai que quelque chose de très positif en France, c'est le système de financement de projets immobiliers. Parce que c'est assez sécurisé, il y a en plus des montages à faire avec des sociétés andorranes et des sociétés civiles en France, construction-vente, SCI, etc., où c'est intéressant, on paye toujours de l'IS français, mais on a des avantages fiscaux. Donc on a même des clients qui font des projets IMO en France et ils sont résidents fiscaux andorrans. Donc c'est pas une obligation, non. Ok. Et par rapport à, juste une petite précision, par rapport à Amazon FBA, Amazon ne prend pas les boîtes andorranes. Il y a certaines limites. On ne peut pas ouvrir un compte Amazon FBA avec... Sauf que, alors, typiquement, ça faisait partie d'une de mes questions. Dans ce cas-là, je suppose que je ne suis pas le seul pignolo à t'avoir posé cette question. Typiquement, comment je fais ? Est-ce que je peux immatriculer une boîte en Irlande, Estonie, Angleterre. et par contre vivre en Andorre et faire revenir sur la holding qui est en Andorre. Complètement. Et ça, toi, aujourd'hui, et là on va parler de ton business et de ta gestoria, ça, si moi je débarque avec femme et enfant et qu'on prend un rendez-vous de une journée, une semaine, je sais pas, que je t'explique exactement tout ce que j'ai, les revenus qui sont générés, etc., etc., toi, en fait, ton job, ça va être de me trouver des solutions pour faire un montage qui tienne la route. Encore une fois, on ne fait pas des trucs illégaux. Et de me dire, OK, donc le but, c'est d'ouvrir une boîte en Estonie, par exemple, comme tu viens de le dire. Et c'est toi qui la montes, ou alors tu m'envoies en Estonie avec mon bâton de pèlerin et il faut que je trouve encore quelqu'un là-bas. Hop, on interrompt ton podcast juste une seconde. Pour n'importe laquelle de tes sociétés, on a un vrai bon plan pour ta banque pro. Avec Revolut Business, tu ouvres un compte pro en 10 minutes. T'as ta carte bancaire et pour 10 € par mois, t'as un truc qui marche vraiment. Quand on voit ce que coûtent les banques pro en France pour un service quasi nul, franchement, arrête de te prendre la tête. Le gros plus, c'est la liberté. Tu peux faire des virements instantanés, même le dimanche, dans toutes les devises. Euro, dollar, livre sterling, franc suisse. Tu joues le taux de change facilement quand tu payes tes factures à l'étranger et ça nous a changé la vie pour les voyages. Et surtout, fini les blocages absurdes. L'authentification par selfie permet d'utiliser ton argent comme tu veux. Tu veux payer un fournisseur, même le dimanche ? Tu veux transférer sur une plateforme crypto, ou bourse directe, ou investir en ETF ?
Tu le fais à tout moment. Tu reprends la souveraineté sur ton argent. Tu as aussi un conseiller dédié au téléphone si tu as besoin et on te le dit clairement, garde ta banque Tradi pour tes financements, mais sinon, arrête les frais. Un compte Revolut Business, c'est juste le top pour opérer au meilleur prix au quotidien. Et si tu veux tester et nous soutenir, passe par notre lien de parrainage en description. C'est un pré-partenariat avec Revolut. Si on arrive à faire 15 parrainages par mois, on passe à l'étape du dessus avec eux. Alors vraiment, on compte sur toi. On l'utilise depuis des années, on adore. Merci vraiment à tous ceux qui vont au bout de la procédure C'est vraiment important, vous allez être ravis du produit. et ça nous aide à faire grandir le podcast et la chaîne YouTube. Merci à tous et puis on te laisse avec ton épisode. Alors, on a un peu de tous les cas, mais on peut faire du tout complet, d'accord, Ok. donc tout le montage complet. C'est vrai que on essaye d'avoir une approche fiscale parce que les gens viennent aussi et surtout pour ça, mais aussi business. Moi, je suis entrepreneur, j'ai d'autres business. Je comprends que c'est bien de payer 10%, mais si on doit être connecté aux moyens de paiement en ligne des banques andorranes où c'est Archaïque. c'est très archaïque, ouais, j'allais dire dans 1990. Je sais que dans ton process de vente, déjà Shopify va pas te prendre. Il faudra que tu aies WooCommerce ou une plateforme qui est pas si bien. Donc en fait, on regarde aussi la partie plus business et on a des solutions. Je pense à Stripe et Shopify. On a des solutions avec très souples avec des sociétés anglaises. On a pour la TVA des prestats des prestats digitales numériques. Il y a un système européen simplifié, mais si on s'immatricule en France, on a besoin d'un représentant. Alors on immatricule en Irlande. On a toute une série de solutions pour. Oui, on vient vivre en Andorre, mais on doit pouvoir gérer notre business, sinon ça sert à rien. Ok, Et donc, il y a des solutions. Oui, complètement. Et en plus, on aime bien y penser et trouver, casser la même tête. avec le client, comprendre leur Ouais. activité, parce qu'après, on peut, je sais pas, des clients qui ont des comptes YouTube en anglais et dont les revenus viennent d'une audience qui est aux US. YouTube prélève 30% sur les royalties versées par les views des US, parce qu'il n'y a pas de convention entre l'Andorre Ok. et les US. Donc on a des solutions en fonction du business pour éviter ces 30% en fonction. On s'adapte au type de business. Ça fait quand même pas mal de temps et je suis assez, j'allais dire jeune. Je suis moins vieux que mes concurrents et en Donc plus tu je suis assez comprends. geek. Ouais. Ouais, Mhm. et j'aime bien comprendre Ok. les business. Alors, j'allais te poser une question, moi, c'est un peu sur la double résidence, tu sais, dont tu parlais tout à l'heure, le gars qui a gardé sa maison en France, puis qui a la Porsche avec la plaque andorrane devant. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un vrai projet de vie, d'aller s'expatrier en Andorre, d'aller habiter là-bas. Mais si tu veux revenir un peu en France, passer quelques mois l'été, quelle est la proportion? Il y a cette règle des 6 mois et 1 jour. Est-ce qu'il y a du monde sur ton dos? Concrètement, comment ça se passe, ça? Alors, il faut aller voir la convention. La convention dit que si on a deux lieux de logement à disposition, donc là c'est le cas que tu nous. Ouais. Tu as une Tu maison, parles une résidence secondaire que tu n'as pas vendue, par exemple. Oui. Ça va se déterminer sur le centre d'intérêt vital, économique et vital. Ok. Si on peut pas déterminer quel est ton centre d'intérêt vital, il faudra aller voir combien de temps tu passes dans les deux endroits. Ok. Donc c'est pas une checklist, c'est toute une série de choses qu'on doit respecter. Donc oui, il faut être moins de 6 mois en France. L'immigration de toute façon andorrane te demande d'être là plus de 6 mois quand tu es entrepreneur, donc c'est réglé. Et ils font des contrôles. L'immigration andorrane est assez stricte et sévère avec en général tous les immigrants, parce que quand t'es entrepreneur, t'es immigrant, ok. Mais aussi il faut être cohérent et gérer la boîte d'ici, que la boîte d'ici elle ait de la substance, pas faire juste un montage pour payer moins, mais avoir une vraie boîte. Pas faire une coquille, quoi. Alors, j'ai une autre question qui me vient tout de suite. C'est on a vu que c'était le patrimoine entre 1 et 3 millions, on va dire à peu près, ce que tu as comme personne, et des revenus au-delà de 100 La 000 moyenne, euros. hein. C'est La moyenne. La moyenne.
si on veut se loger en Andorre, est-ce qu'il faut habiter en Andorre-la-Vieille? Est-ce qu'il faut habiter un peu plus loin? Combien ça coûte d'acheter un appartement, une maison? Et quel budget faut consacrer? Ok, c'est le point le plus Critique. clé et qui aujourd'hui c'est devenu très très cher. Hein. C'est pas nécessaire de vivre en Andorre-la-Vieille ou à Escaldes, c'est deux petites villes-villages qui se touchent, on voit pas la différence. Hein. D'ailleurs, je suis à Andorre-la-Vieille là et je regarde par la fenêtre et l'immeuble d'en face c'est Escaldes. Ouais, Ok, donc c'est pareil par une rue. Si on a envie d'avoir une vie un peu plus citadine, bah, il faut vivre ici. Si on a envie d'être un peu à l'écart, on peut vivre dans d'autres paroisses. Mais on n'a jamais plus de 15-20 minutes pour croiser le pays, ou peut-être une demi-heure, ça dépend si on doit changer de vallée et tout ça. Vie citadine, faut se dire que moi d'ici, je vois la montagne de mon bureau et je suis en plein cœur de la ville. Je regarde en face et je vois la montagne, donc c'est pas vrai. Et à vol d'oiseau, je suis à 150 mètres d'un bois et d'une montagne. Okay, Ok. Donc par rapport à où vivre, je pense qu'il faut venir et connaître le pays et se dire j'aime bien là et de toute façon je suis près de tout. Après les prix c'est fou. Il n'y a pas d'endroit pas cher. Il y a des endroits moins chers et des endroits très chers. Il faut compter pour 3 chambres standard moyen à partir de 2500, 2700. Ok. 2 chambres, même il y a des 2 chambres. Donc 3 pièces D3 français à plus de 2000 €. Tu parles de loyer là? Le loyer, oui. Ok. Et après, on peut aller jusqu'à des 20 000. Ouais. Il y a un peu tout, mais il n'y a pas des petits prix. Ok. Ok. Il n'y a pas vraiment beaucoup de studios, il n'y a pas tout ça. On peut arriver à trouver, mais là on est loin, on est au pas de la case où il fait pas beau, à 1000 €. Mais les prix des locations ont vraiment augmenté et c'est même pas le prix parce que la personne qui vient et gagne en général, j'ai parlé de 100 000, mais la moyenne de nos clients gagne au moins 200 000. Ok. Ils peuvent se payer un loyer à 3-4 000 €, d'accord? Oui. Parce que le différentiel fiscal est tel que ça, pour eux, et puis s'ils viennent de villes en France, c'est pas. Mais ce qui a vraiment évolué, c'est le prix d'achat. Aujourd'hui, on est entre 4-5 000 € le mètre carré et 12 000. Ok. Et il n'y a pas de maison, parce qu'en France c'est très courant les maisons. Il n'y a pas de maison en vente pas chère, parce que les surfaces minimum des maisons sont 400-500 mètres carrés. Donc on est direct à 1,5 million, 2 millions. Ok. Ok. Et il y a une petite particularité. En Andorre, on compte les mètres carrés comme en Espagne. Et c'est les mètres carrés construits. Donc ça compte, c'est tout le périmètre de l'appartement. En France, c'est la surface utile. Oui. Donc on mesure les pièces et les murs ne comptent pas. En Andorre, les mètres carrés, quand on va à 100 mètres carrés, utile, il y a peut-être 90. D'accord. Et après, tu as encore des impôts derrière? Enfin, tu sais, comme nous, on a la taxe foncière, la taxe d'habitation. Là, ça va vous faire rire. J'ai la maison familiale, c'est un petit immeuble que je partage avec mes cousins. Il y a 4 unités, 4 appartements, mais bon, c'est deux grands appartements, 2 petits appartements et 2 très grands parkings et une surface extérieure. Je vous explique pour vous donner un peu l'ordre d'idée. On paye, je crois, 300 € par an au total. Ouais. Parce que je dis pas que tu te refais sur le long terme avec ça, mais non, mais ça pour aide. te donner un indice, ma résidence Je crois que ça secondaire dans compte le l'eau. sud. Dans les 300 et quelques, il y a l'eau incluse, je crois. Non, c'est rien. Secondaire dans le sud, je suis à 8K par an, quoi. Oui, non, mais Juste pour avoir le droit de garder ma maison, quoi. j'ai un bureau, le premier bureau de la société, je l'avais acheté et je crois que je paye 70 € par an en plein centre-ville. Une autre question du coup qui me vient. On a dit nous à des auditeurs, souvent jeunes, tu sais, qui étaient un peu frontaliers ou en tout cas qui avaient envie de partir en Suisse. On leur disait, ok, pars en Suisse, prends de la monnaie en Suisse
et à la limite, tu vis en France, frontalier, etc. Donc, des gens qui n'étaient pas encore entrepreneurs, qui étaient salariés, mais juste qui voulaient faire le même métier en étant mieux payés. Et je ne te parle pas mieux payé, mieux vu, travail plus valorisé, etc., etc. Est-ce que, si on a des auditeurs là, qui nous écoutent, qui sont salariés, et à la limite, ils ont investi, ils ont un appart ou deux, est-ce que ça peut être une bonne formule en étant jeune, autour de 25 ans par exemple, de dire ok, je plaque tout dans ce pays de merde, je pars en Andorre faire le même métier, donc j'en sais un, électricien et infirmière. Est-ce qu'ils sont les bienvenus, ou alors est-ce que c'est vraiment un pays pour vraiment les digital nomades, vraiment les entrepreneurs, et est-ce que, et s'ils sont les bienvenus, est-ce qu'ils vont pouvoir vivre? Tu vois, est-ce que tu es mieux payé? Ouais. Alors, il n'y a pas, je sais pas quel est le type de, j'imagine que il va pas venir pour chercher des aides sociales parce qu'il n'y en a pas, ou très peu. C'est vrai que les salaires comparés à la France, peut-être en net, c'est similaire. Hier, c'était publié, ils ont publié les données hier ou avant-hier. Le salaire moyen, il est de 2600, un peu plus de 2600, et le salaire, la médiane, elle est de 2100 à peu près. Donc les salaires sont pas mal. Mais quand tu as un loyer en face à 2005, j'allais dire, quand tu es en fonction du logement, ouais. Quand tu es un Andorran type, que tu es né là-bas, comment tu fais en fait? Tu es né en Andorre et tu fais des études pour devenir plombier, comment tu vis avec 2600 balles? Alors, il y a 2 points. C'est vrai qu'il y a un deuxième marché IMO avec des biens plus abordables. Donc, il n'apparaît pas dans les annonces, tout ça, les propriétaires. Écoute, j'ai un appart qui se libère, est-ce que tu as quelqu'un? Voilà. Entre Andorran, quoi. Ouais. Et aussi, c'est quelque chose où je suis pas très... Je suis assez contre cette mesure, mais l'État a intervenu le marché locatif depuis des années et en fait a obligé à prolonger des baux. Donc en fait, plein de gens vivent avec des baux de 2016, 17, 18. Donc avec des prix de ces périodes-là, ils ont pu juste augmenter l'inflation. Mais au bout de 5 ans, ils n'ont pas pu augmenter au prix actuel. D'accord ? Donc en fait, pour moi, ça fait double effet. Oui, il y a plein de gens qui sont protégés. Donc ces gens-là qui ont vu leur salaire un peu augmenter, le coût de la vie partout en Europe a augmenté, mais ils ont quand même pu garder des appartements avec des loyers de l'époque. Okay. Mais ça a fait que y a une pression sur l'offre parce que les propriétaires ne veulent plus louer, ils préfèrent vendre ou rester parce que le marché est intervenu. Et donc, ils savent pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer, quand est-ce qu'ils vont toucher le prix. Donc, ils préfèrent ne pas louer. Donc, c'est vrai que au niveau social, ça a aidé plein de choses, plein de familles qui auraient pu être mises à la porte ou auraient pu voir leur loyer augmenter. Mais le prix, ça a été qu'il y a très peu d'offres. Hier, je regardais les données. J'étais à une réunion avec un parlementaire. Une membre du Parlement. Et il y avait, je crois, il y a 2000 annonces de vente pour 300 annonces de loyer. Ok. D'accord, en fait, ça veut dire que les gens préfèrent vendre que louer. Donc, okay. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, pour répondre à la question, les gens en Andorre, certains ont des difficultés à bouger. Les jeunes à s'émanciper, donc l'État est en train d'acheter de l'IMO, mais bon, ça prend du temps, en train de construire du logement pour des locaux. Et donc le temps de mettre ces mesures en place, c'est des années. Donc là, il y a une période un peu de blocage du marché. Ok. Donc, j'ai une question, j'en ai juste une petite, Yann, aussi pareil pour les Andorrans. Est-ce qu'il y a un système de retraite aussi pour eux? Est-ce qu'ils cotisent et comment ils fonctionnent? Est-ce qu'eux arrivent à le payer ou est-ce qu'ils ont les mêmes problématiques que chez nous? Déroule même sur le social parce que le social déroule sur la partie santé puisque c'était ma question. Oui. Alors,
Je vous ai parlé des charges sociales qu'on paye. Donc, je vous ai pas parlé des charges sociales des entrepreneurs. Les entrepreneurs, on a des forfaits fixes qui vont entre 400, on va dire, et 750 euros tous les mois. Peu importe le nombre de sociétés qu'on gère, peu importe ce qu'on gagne, c'est plafonné à 750 euros tout par mois. Ok. Et en général, la plupart des gens payent 560, les gérants d'entreprise. Ok. Pour une personne, Marc, Pour ou pour ta famille? le gérant. Le gérant, ok. Le gérant paye ça. Et les salariés, tout confondu, c'est 6,5 par salarial, 15,5 par patronal. Donc cette cotisation couvre la personne et cotise à la retraite. Donc la moitié à peu près de ce montant va à la caisse retraite, la moitié à peu près de ce montant va à la caisse santé, on va dire. Tout est géré par un seul même organisme, il n'y a pas 36 000 caisses comme en France. Et le système de santé est copié du système français. Donc c'est en copaiement, mais il n'y a pas obligation d'avoir une mutuelle. Mais en général, les gens ont une mutuelle. D'accord ? Et se payent la mutuelle. Certaines sociétés, nous par exemple au bureau, à partir de 6 mois, c'est un avantage qu'ils ont les salariés, je leur paye la mutuelle. Mais c'est pas une obligation. Quand on travaille, si notre conjoint ne travaille pas, elle peut être couverte ou couvert, et avoir les mêmes droits de santé. Bien sûr, il ne cotisera pas à la retraite. Et pareil pour les enfants. Okay. Alors, le système est assez bien fait. On est remboursé, on a une carte vitale. C'est copié à la France, mais mieux géré. Oui. Mieux géré, je sais pas, je suis sûr que les professionnels français sont très compétents, mais bien sûr gérer un petit pays et un seul service dans un seul immeuble, c'est beaucoup plus simple qu'un système en France. Donc c'est plus facile de surveiller les mecs qui se servent au passage. Donc en fait aujourd'hui on a un hôpital, on a un service d'urgence qui est top. Je suis tombé en moto l'autre jour et on m'a pris en charge très vite. J'ai été super bien. Pareil pour quand on a des enfants, la grossesse, on a des échographies tous les mois. Il y a une très très grosse couverture au niveau de la santé. Et évidemment, l'Andorre est un petit pays. On a moins de 100 000 habitants. On est presque 90 000. Donc on peut pas avoir tous les spécialistes. Il n'y a pas l'oncologue spécialisé dans ce type de cancer. Il n'y a pas le chirurgien cardio et une équipe derrière parce qu'il y a en fait, c'est par 100 000 habitants, il y a tant d'opérations par an, donc on ne peut pas avoir tous ces professionnels. Donc en fait, il y a une convention avec la France et avec l'Espagne, où on peut aller se faire soigner, on a les droits reconnus, et même en Catalogne, on a même des droits sur des hôpitaux semi-privés. Okay. Donc on a accès aux spécialistes en Espagne et en France, et c'est couvert par la Sécu, andorrane. D'accord. De même, un Français ou un Espagnol qui a la Sécu, s'ils se font mal sur les pistes, ils vont devoir payer l'acte, mais ils vont se faire rembourser par leur Sécu. Ok. Et par exemple, tu vois... Pour 22%, hein. Je précise juste qu'on a... Et parce que, oui, si j'avais ma petite question sur la retraite, et ça fonctionne, c'est de la répartition ou de la capitalisation du coup? C'est les deux. En fait, il y a c'est de la répartition. Ok. Le modèle il est basé sur tous les modèles européens du Sud sont basés sur la répartition, mais il y a un fonds qui a, je crois, bientôt 2 milliards. C'est le fonds des pensions. Il y a aussi un fonds des pensions de retraite qui est en positif et qui essaie de gagner l'inflation. Donc ils ont prévu que le système va être déficitaire. À chaque fois, ils reportent l'année laquelle ça va être déficitaire parce qu'on a de plus en plus de cotisations, on a plus en plus de cotisants. Mais c'est pas basé sur la capitalisation. C'est un débat qu'il y a aujourd'hui puisqu'il faut faire une réforme. Et certains secteurs disent qu'il faut switcher vers un modèle de capitalisation perso, un peu comme le modèle américain où chacun a son backpack, non, son sac et l'amène dans les sociétés et demande à un gestionnaire de gérer et décide comment on s'investit. Et il y a le modèle social qui
qui est le modèle actuel. Donc certains disent il faut switcher et à un moment, ceux qui ont 20 ans maintenant, il faut qu'ils commencent à cotiser pour eux, par exemple. Mais bon, c'est un débat très long. Je reviens, Marc, sur la partie santé. Ouais. Pour aller voir un spécialiste, nous en France, ça devient c'est ahurissant. C'est-à-dire que demain, tu vas aller voir un dermatologue. Honnêtement, c'est 8 mois pour prendre un rendez-vous. Est-ce qu'il y a pareil en Andorre, vu qu'il y a peu de praticiens, est-ce que tu as cette inertie de fou malade, ou alors si tu as besoin d'aller chez le dentiste, en fait, tu y vas dans 2 jours? Alors, ça dépend du type De soucis. du type de médecin. Par exemple, dermato, c'est très rapide. Dentiste, ça peut être assez rapide, surtout pour une urgence. Après, ophtalmo, je crois que c'est des mois. Et ouais. Un mois, Donc, mais ils gardent, si c'est juste une révision, ils gardent des heures, des créneaux, ok, par exemple pour pour les le urgences. pédiatre, Ok. pour les urgences. Ouais. Ok. Ok. Donc moi, là, la vie en Andorre me séduit de ce que tu nous dis. On n'a pas parlé du climat, mais on n'aura pas le temps de tout parler. Par contre, Il c'est fait vrai très beau aujourd'hui. Ouais, et moi, il fait un temps pourri. Euh, Moi, aujourd'hui, le plus bloquant, c'est l'immobilier. Aller vendre une baraque 350 ou 400 000 balles, devoir renvoyer 2 millions d'euros pour avoir une bicoque, j'avoue que ça m'embête. En tout cas, je ne suis pas aujourd'hui prêt à ça, face à des pays où on peut s'expat. Tu as parlé de l'Estonie, je te dis pas que j'ai envie d'y aller, hein. Mais l'Estonie, je connais quelqu'un qui y est, apparemment c'est génial. L'île Maurice, qui est le goal ultime où tu achètes une baraque 300 000 euros, peut-être 350 000, tu as une baraque avec une piscine. Moi, ça c'est le point bloquant. Par contre, le point extrêmement positif, c'est la proximité. Et tout ce que tu vends, toute proportion gardée, le côté nature, ski, neige, Sécurité aussi, tu vois. sécurité, enduro, santé, Voilà, TVA allégé, etc., etc. Moi, je pense que, alors, j'ai pas mis les pieds en Andorre, donc On pour va l'instant, faire je ça parle. l'année prochaine, de toute Donc, façon. on va faire ça l'année prochaine, et on peut aussi annoncer un truc, c'est que on va tout faire pour que, pour nos auditeurs, on va tenter 2 trucs. Le prochain road trip moto, on passe par l'Andorre. On va tenter. Je viendrai faire un tour avec vous. Exactement. Je ne vais pas faire tout le road trip, mais On va tenter de rouler avec Marc. Donc Marc fera partie de la team, quoi, et C'est trop bien. des guests. Donc ça, c'est génial parce qu'on pourra profiter de ton savoir. Et on aura aussi, enfin, je veux qu'on organise tous les 3 un happening, en gros une soirée où pour nos participants, tu puisses Présenter la Gestoria, bien Exactement. aller encore plus loin que ce qu'on a dit ici, quoi. exactement avec en des fait, cas concrets. ça sera l'occasion parce qu'on a créé une petite communauté. On a lancé ça au mois de mai dernier. On a fait un groupe WhatsApp qui ne s'appelle pas MCA. Ça Ok. porte pas le nom de la boîte. Ok. Bien sûr, on a ajouté tous nos clients, mais on essaye d'envoyer des infos utiles sur l'Andorre. Ok. Et on a laissé, ça s'appelle Founders, ok, Founder. En fait, les clients entre eux, bon, en plus, on a ajouté il y a d'autres gens maintenant, il y a pas que nos clients, et ils font des meet-up. Et le prochain, c'est ce vendredi, je crois, et il y a plus de 40 personnes, entrepreneurs, tous français ou francophones. On a du Canada, on a belges et français, bien sûr. Et on pourra peut-être essayer de faire venir ou d'en parler à la communauté MCA ou communauté entrepreneur Andorre, parce que c'est bien que moi je parle de mon business, mais il faut qu'il y ait aussi des Français qui ont Avec franchi grand le plaisir. Ça peut être cap génial. et qui puissent Ouais, carrément, expliquer c'est trop bien. leur Avec succès. grand plaisir. On va te laisser les 3 minutes de la fin pour tous les gens qui nous écoutent ou alors qui nous regardent ou alors les deux. On te laisse faire ton auto-promo, c'est-à-dire que, comment J'avais comment pas on te pensé à ça. retrouve, comment on te contacte, pour qui, on l'a quand même bien dit, mais s'il y a des gens là qui nous ont écoutés et qui disent « Ok, je veux m'expat en Andorre, je veux que ça soit avec Marc », Cette fois-ci, comment j'y on vais. contacte, vas-y, comment on fait? Ok, alors,
tout d'abord, avant de me présenter, moi, le premier conseil que je vais donner à quelqu'un qui veut s'expatrier, c'est d'abord de prendre des infos sur plusieurs cabinets, parce que je pense que contraster les infos et contraster un peu tout ce tous les inputs, ça va nous permettre de prendre la meilleure décision. Donc, comment choisir un bon cabinet? Donc, il faut s'assurer qu'il y a un peu d'historique, qui nous disent aussi les mauvais points, qui nous parlent de l'exit tax, qui nous parlent de certains aspects pas très fun de l'expatriation, ok, parce que c'est pas que tout bon, et aussi s'assurer qu'ils ont pied sur rue, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont en remote, ils nous reçoivent un peu dans des coworking, dans tout ça, donc ça, c'est pas que c'est mal, mais s'assurer que ça soit un cabinet bien implanté. Ok. Donc, pour parler de notre cabinet, donc de MCA, aujourd'hui, on a une équipe de 15 personnes. On a des juristes, on a des experts comptables et on a une équipe administrative qui est top. Et un de nos critères de recrutement, c'est qu'ils parlent français natif ou collège, lycée français. Donc, en fait, sauf un de nos comptables qui parle très bien français mais qui n'était pas au lycée, tout le monde parle français. Et on est aujourd'hui, je pense, le référent pour les clients francophones. On a l'habitude de travailler aussi avec des fiscalistes et des comptables en France. Donc, soit tu as un comptable, soit tu as un fiscaliste et on travaille avec lui pour ta sortie de France. Soit on a notre fiscaliste avec qui on travaille pour t'aider à sortir de France. Donc, ça, c'est un peu notre valeur ajoutée. Pour nous contacter, c'est simple. On a des landings, on a un site internet, mcaandorra.com. On a un compte Instagram avec un lien Calendly pour prendre rendez-vous, donc MCA Andorra sur Instagram, sur TikTok aussi. On peut prendre rendez-vous dessus, les rendez-vous sont gratuits. Les premiers 30 minutes de Discovery Call, on l'appelle ça, sont gratuites et en 30 minutes, bon, même si ça se rallonge un peu, mais en 30 minutes, on arrive à avoir beaucoup d'informations. Et voilà, et sinon le téléphone plus 376 845 845 et par mail aussi. Donc on a plein de moyens de contact et on a une équipe de 4 personnes dédiées uniquement au traitement de leads. Donc il y aura toujours une réponse. Merci beaucoup Marc. Bon, top. Merci pour l'opportunité. De toute façon, on reste en contact puisque septembre prochain, quoi qu'il arrive, on fait un truc. Je ne sais pas comment. Bien évidemment, on passera le roadbook et tu nous diras sur quelle journée tu veux rouler avec nous, mais tu seras vraiment le bienvenu. Merci beaucoup pour ton temps et pour l'opportunité que tu nous as laissée. Merci à vous. C'est là pour nous, c'est une petite lueur d'espoir. Très Exactement. honnêtement, ce type de podcast. Ça fait vraiment du bien, donc un grand merci pour nous et pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Peut-être si les auditeurs ont des questions, je ne sais pas si vous voulez me les envoyer, après on pourra peut-être y répondre. Alors j'allais dire encore autre chose, enfin oui, à cette question je te réponds oui, mais si on voit qu'on prend une rafale de questions, je pense qu'on fera un round 2. Et on fera carrément FAQ, c'est-à-dire que nous, on te posera juste les questions de nos auditeurs et tu auras juste à y répondre. Si tu es chaud pour ça, on peut mettre en fin d'année, typiquement pour Noël, tu vois, pour que les gens passent de bonnes fêtes de Noël et qu'ils aient encore un peu d'espoir, tu pourrais être notre invité de Noël. Parfait. Si ça te va. Génial. Ouais, super. Merci beaucoup Marc. Merci à vous. Merci, Allez, à bientôt. À plus. Salut. À très vite. Nous, on vous dit la même chose qu'absolument tout le temps, c'est qu'il faut passer à l'action et pour tout ça, là pour le coup, je crois que c'est foncer en Andorre. Ciao. Salut à tous.